Aujourd'hui, on ne sait pas dédouaner les présidents de la République dans ce qui va se passer sur le sort de Vital Kamerhe, dans la mesure où, quand vous regardez la liste des pétitionnaires, il y a tous les députés UDPS. Il y a tous les députés de la Mosaïque UDPS. Il y a tous les députés de l'UNC, et d'ailleurs, et de l'AFDC. Il y a tous les députés MLC. Il y a tous les députés du parti de Guy Luando, et d'ailleurs, lui, qu'on accuse, on dit qu'il est à la manœuvre, etc. Moi, je ne le confirme pas. On ne voit pas son portefeuille de ministre auprès du Parlement. Même si on ne sait pas à quel titre. Mais bien. Moi, je ne confirme pas. Je dis simplement, ça, on ne peut pas dire aujourd'hui, si Kamerhe est tombé, qu'il est tombé par la simple volonté des députés. Non, parce qu'on sait, Mukelekele a évoqué la discipline au niveau de la majorité où le mot d'ordre du chef est toujours prépondérant. On sait que s'il y avait un mot d'ordre dans ce sens-là, les choses allaient quand même se calmer. Bien. Et donc là, on a l'impression qu'il y a un boulevard. Et puis, c'est une machine qu'on ne peut pas stopper maintenant. Pour Kamerhe, certes, c'est fini pour lui. Et je ne veux pas encenser. Kamerhe, oui, à l'époque de Kabila, il n'était pas compris. Mais Kabila ne lui a pas préparé des problèmes comme aujourd'hui. Tout autour de Kabila, on lui a préparé des problèmes et Kamerhe a préféré quitter le bateau. Il a quitté le bateau, il a fait l'UNC. Bahati Lukwebo, tu as raison. Mais Bahati Lukwebo, c'est un peu perdé. L'AFDC, plusieurs partis, ce sont des partis créés. Ce que vous appelez aujourd'hui Mosaïque, ce sont des partis créés par Kabila. Bahati a préféré prendre le parti. C'est pourquoi le vieux Mwamba, qui était de l'opposition armée, Kabila, pour contenir cette opposition armée, lui a donné. Le vieux Kengo, qui était de l'opposition politique non armée, pourquoi Kabila a fait tomber son monsieur du PPRD? Voilà, au bénéfice de Kengo. C'est la géopolitique, une simple mathématique que Kabila avait faite. Nous voulons aider, je te cède 30 secondes, nous voulons aider le président de la République en ceci. Nous connaissons bien Kabila. Kabila n'a jamais interdit à un seul Congolais, PPRD fût-il ou FCC, de travailler pour le compte de la République aux côtés de Tshisekedi, non. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon. En temps de conflits, en temps de guerre, comme c'est le cas maintenant chez nous, il y a des attitudes, il y a des actes qu'il faut poser pour rassurer davantage face à l'angoisse nationale. Le spectacle qu'on nous offre depuis ces dernières 72 heures, on pourrait dire qu'il frise à la limite l'indécence. Ou pour ne pas reprendre les mots d'un député Justin Bitakura, frise l'inconscience. Mais parce que le verre est déjà là, on va le boire. On reviendra tout à l'heure avec notre casting inédit, vous allez apprécier, sur comment les choses vont se passer. À quoi s'attendre? Hier soir, l'UN s'est rassuré que Vital Kamerhe bénéficiait encore du soutien et de la confiance du président. Alors qu'une pétition, a été déposée contre lui et quelques membres de son bureau. Les députés ont désormais 72 heures, enfin la commission, pour examiner, travailler et présenter le rapport. Comment expliquer cette instabilité institutionnelle? Comment expliquer cette guerre de positionnement au sein de l'Union sacrée? Des vérités qui commencent maintenant à sortir de plus en plus de part et d'autre sur le coup qui s'est fait là-bas. Au point que certains pensent que nos chers députés, qui coûtent déjà assez à la République, font tout sauf ce que nous, population, attendons d'eux. Allez, on ne va pas trop parler parce qu'il y a des gens qui sont venus pour ça. Il y a d'abord de Jésus Bélédou qui revient chez nous. Et Thierry Moukelekele, messieurs, soyez tous les deux les bienvenus sur notre plateau. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Comment allez-vous? D'où? Prenez la parole en premier. Ouais, je ne vais pas bien dans un pays proie à la guerre. Liberté Actu, c'est ça? Oui, Liberté Actu. On fait de nos mieux pour mieux se sentir, mais malheureusement, au-delà de calvaire de l'Est du pays, ouais. Kinshasa, c'est intenable la situation avec les embouteillages. Il y a des chantiers qui ont été lancés, ce qui est bien. Plusieurs chantiers à la fois. Sur plusieurs tronçons? Sur plusieurs tronçons, ce qui occasionne d'ailleurs ces embouteillages. Oui. Jean-Pierre, ce qui fait mal, ce qui choque, c'est le gouvernement central. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement central a constaté
il y avait un problème sérieux sur les infrastructures routières qui concernent essentiellement le gouvernorat provincial de Kinshasa. Des routes, comme on dit, d'intérêt provincial. Les routes d'intérêt provincial, merci, merci de l'expression. Le gouvernement national, à travers la première ministre, après une orientation du président de la République, a décidé d'octroyer une enveloppe de 115 millions de dollars au gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Nous sommes en 2024, au mois de juillet. Daniel Bumba dit aux Congolais, au mois de janvier 2025, 62 km de routes seront livrées aux Kinois. On est au mois de septembre aujourd'hui. Nous avons passé pratiquement 3 mois de la saison sèche. Pas des chantiers lancés. Pas des chantiers livrés. Pas des chantiers livrés, pas des chantiers même lancés. Parce que certains chantiers viennent à peine, le lancement des travaux de certaines constructions viennent à peine d'être vus dans les rues de Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe, moi je me pose la question. Si la dame pluie s'inviter demain, que va devenir Kinshasa? Je vous parle de toutes les routes d'intérêt. Déjà que Metelsat a annoncé des pluies torrentielles. Metelsat a annoncé que la prochaine ou les prochaines pluies seront torrentielles et il faut s'attendre à des dégâts. Tous les tronçons sont bouclés, inachevés, ou des travaux sont en cours, simplement Jean-Pierre Kayembe, parce qu'on n'a pas pu respecter les délais d'exécution des travaux. Je vous donne un exemple pratique. Nous sommes sur 24, à partir des Molars jusqu'au vers la prison centrale de Makala. Oui. Ces travaux devraient durer 3 mois de ce tronçon, moins de 2 km. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut nous donner la réponse. Ni l'OVD, moins encore les ministères provinciaux des infrastructures qui... Il y a parfois des contraintes. Oui, mais quelles sont ces contraintes? Le grand frère Constant Omar, quelles sont ces contraintes? Aujourd'hui, à Bandar, on ne sait pas rouler. Presque à Savoub, ou le tronçon qui va jusque vers la station ML, on ne sait pas rouler. La régie des eaux a entamé des chantiers avec des gros tuyaux pour canaliser de l'eau. Mais depuis qu'on a lancé ces chantiers, c'était au mois de juin, jusqu'aujourd'hui, les travaux n'avancent pas, les bouchons terribles, mais l'on se pose la question. Ça, c'est vrai sur plusieurs sites, sur plusieurs chantiers, la question. Les travaux n'avancent pas. Pas très loin d'ici, sur Flambeau, ça fait des mois que cette route est bloquée. Je suis passé par là parce qu'ils ont fini par libérer une bande. J'étais curieux de constater qu'à peine, ils sont à quelques centaines de mètres. Et donc, Jean-Pierre Kayembe, c'est ici que je vais interpeller les ministres des Finances. Pourquoi j'interpelle les ministres des Finances? Doudou Famba Likounde Libotaï. Doudou Famba avait pris coutume de descendre seul sur le terrain pour faire le constat de l'exécution des travaux. Parce que c'est le gouvernement central qui avait donné cet argent. Mais nous avons constaté que depuis un certain moment, Doudou Famba ne fait plus ses expéditions, ses descentes sur le terrain. Apparemment, les travaux n'avancent plus à Kinshasa. Parce que le travail que Doudou Famba fait, en réalité, ce travail devrait être fait par les députés provinciaux de Kinshasa. Pourquoi Doudou ne fait plus de descente de terrain? Mais justement, c'est comme ça que je vais interpeller notre ministre des Finances, Doudou Famba Likounde Libotaï. Ouais. Parce que le jour où le gouvernement a décidé d'octroyer cette enveloppe à l'Assemblée au gouvernement provincial, Doudou Famba, j'ai aimé ces mots. Il a dit au gouverneur, cette enveloppe va pour l'exécution et la finition des travaux dans le délai. Et personnellement, je descendrai sur le terrain pour faire ce constat au nom du gouvernement central. Et lorsqu'il multiplie ses descentes sur le terrain, Jean-Pierre Kayembe, nous avons quand même constaté qu'il y avait évolution des travaux. Et malheureusement, aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, Doudou Famba, je sais qu'il est trop occupé par d'autres affaires étatiques. Ses expéditions, ses descentes sur le terrain, il ne les fait plus. Ouais. Et le problème, la conséquence, c'est qu'on a l'impression que Bumba profite de la situation pour dormir davantage. Et donc, c'est ici le lieu d'interpeller non seulement les ministres des Finances, surtout nos députés provinciaux, qui doivent savoir
que le rôle d'un député national, c'est aussi de s'intéresser. C'est d'abord, d'ailleurs, de s'intéresser aux soucis Député provincial. C'est d'abord de s'intéresser justement au calvaire des Merci personnes bien. qui l'ont mandat, D'où qui l'ont Jésus. donné mandat. Bilan Et de la donc, matière. interpeller les ministres, les gouverneurs de la ville, interpeller Rendez le la ministre parole, provincial merci. des infrastructures, ça va nous aider. Le message est passé, c'est à sortir vrai. de ces calvaires. On est content de voir que des chantiers ont été ouverts, même si ça ne concerne que quelques bouts des routes. Au moins, c'est colmatage ou ça permet quand même, c'est rafistolage, nous permet de rouler, tant bien que mal. Mais seulement, il y a une lenteur incroyable. Une lenteur inexplicable. Comment expliquer, par exemple, que sur l'avenue de l'université, le tronçon compris entre rond-point Ngaba et quelque part le parc Virunga, ça fait plus de 6 mois que cette route n'avance pas. Et pire, il n'y a même plus de travaux, on ne les voit plus. Enfin, Même le rond-point ici, juste à côté de votre bureau. à côté. Ça fait plus de... Vous avez la parole. Thierry Mkelekele, vous aussi, vous avez 4 minutes pour commenter un sujet de votre choix. Comment allez-vous d'abord? Dieu fait grâce, ce matin ça va. J'ai salué Beledou, Jésus. Merci. On s'est raté plusieurs fois, mais on a été sur un plateau de Télé 50 il y a très longtemps, plus de 2-3 ans. On est content que vous soyez ensemble aujourd'hui. Merci. Le sujet, c'est le Katanga. On va bien là-bas cette fois? Non. Parce que de plus en plus, les échos qui nous viennent du Katanga rassurent de moins en moins. Tout ne va pas parce que le gouvernement central, Beledou en a parlé, devra faire très attention dans la gestion de ce qu'on a appelé, de par la Constitution, la séparation des pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement central pèse sur le gouvernement provincial, en dehors même des normes établies par la Constitution. Vous faites allusion à l'invitation adressée au gouverneur. Non, cette étape d'invitation est déjà dépassée. C'est passé, justement, parce qu'il y a eu des clarifications. Oui, c'est dépassé. Nous avons suivi le gouvernement central au travers le ministère de l'Intérieur, dire que le gouverneur était encore là parce qu'il y a un exercice, je ne sais pas quoi. Kiaboula. Oui, Kiaboula. Mais quand vous lisez la Constitution, le gouverneur ne peut pas se retrouver retenu ou une détention qui ne dit pas son nom. Et nous sommes au 2e mois déjà que le gouverneur est à Kinshasa. Et le gouverneur AI a dépassé largement l'intérim. Et la loi nous dit clairement que si le gouverneur posait des problèmes qui créeraient un dysfonctionnement de la province, le gouvernement central saisit l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale invite le gouverneur. Après, si les députés trouvent qu'il y a un problème, c'est la déchéance. Et la procédure devra suivre. Mais nous sommes à 55 jours. Il n'y a rien. Et on organise un intérimaire par le pouvoir central. Ce n'est même pas le gouverneur qui organise l'intérim avec son vice. Nous quittons la province, nous allons à la ville de Lubumbashi. Le bicéphalisme, c'est bon maintenant? Non, ça va, ça vient. Le ministre de l'Intérieur était sur place, mais ça n'a pas donné solution. Ce qui veut dire il faudrait quand même que les chefs au niveau de Kinshasa puissent seulement respecter les lois de la République. Il est très important qu'on rétablisse le gouverneur qui rentre dans ses fonctions. Et lui, le gouverneur, il sait qu'il est protégé par la loi sur la libre administration et la Constitution. S'il croit que sa province est bloquée, la loi dit clairement qu'il faut saisir la Cour constitutionnelle parce qu'il y a litige entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Moi, je pense que nous pouvons avoir une sortie bien par rapport même s'il y a le cas Masuka, on choses. sait que Madame Fifi avait fait un intérim assez long. Une longue période d'intérim. Dans l'irrégularité. Tout ça. Oui. Ça ne date pas de Kiaboula. Ceci n'explique pas cela. Ouais. Merci C'est bien. légion. Ça ne date pas. On va parler de ce qui se passe au Palais du Peuple, mais d'abord les infos reçues hier soir au domicile de l'ancien vice-président de la République,
Maître Azarias Rouberois, où il y aurait eu une attaque. Enfin, les hommes armés ont fait irruption là-bas. Ils ont arrêté 6 ou 7 de ces gardes qui étaient là, qui assuraient la sécurité de la propriété. Ils auraient pénétré dans le bâtiment, cassé, pris quelques affaires. Enfin, la famille qui a fait un communiqué, vous avez un mot à dire vite fait, avant qu'on passe à d'autres thématiques. On commence par vous, Thierry, on finira par Jésus. L'État a l'obligation de protéger tout citoyen congolais. S'il y a des citoyens qui iraient à l'encontre de l'ordre établi, oui, il y a un protocole sécuritaire et un protocole judiciaire à suivre. C'est-à-dire, dans le cas d'Azarias Rouberois, il est placé dans l'ordre de, comment on les appelle, des anciens chefs des corps, parce qu'il a été un ancien vice-président. Même s'il n'est pas concerné par la dernière loi, parce qu'il n'était pas élu. Non. Vous savez, ce qui a fait que Kabila connaisse un peu d'accalmie, c'est par rapport au respect de ce genre d'engagement. Les Rouberois, les Bemba, les autres ne connaissaient pas des problèmes avec la gestion parce que la présidence gérait tout ce monde-là. Et en matière de sécurité, c'est la présidence qui dote la sécurité à ce genre de personnalité. Donc, si Rouberois aurait posé des actes antipatrides, contre la patrie. Contre la patrie, ça dit qu'il y a une procédure à suivre. On sait qu'il vit à l'étranger depuis un temps, parti pour des raisons de santé. Pour une perquisition à la hauteur de Azarias Rouberois, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Il enclenche le mécanisme. Parce qu'évidemment, il est ancien ministre. Ouais, si l'affaire est orientée plus dans les aspects militaires, le procureur général près la Cour de cassation a mandat d'instruire l'auditeur général qui donnera le cutus au DEMIAP ou à d'autres services. Merci bien. Pour faire ce genre de descente. Donc, quand on fait des choses sans document, c'est pratiquement violer la loi. Pour l'instant, nous ne savons pas. Pour l'instant, nous ne savons pas si il n'y avait pas de documents. Pour l'instant, nous n'avons pas cette information. Non, quand on casse, déjà, c'est d'où Jésus. Contraire. Oui, mais moi, c'est tout à fait logique que le service fonctionne, fasse le travail. Vous savez, partout au monde, il existe des services d'intelligence. Il existe aux États-Unis CIA, FBI, etc. Tout ce que vous voulez. On a vu le FBI perquisitionner le domicile, un des domaines de Donald Trump à l'époque. Et justement, donc, lorsqu'il faudrait mener des descentes ou des perquisitions sur des questions secrètes, et sur des questions qui tablent essentiellement sur la sûreté de l'État, oui, je crois que les protocoles dont évoque mon co-débatteur, généralement, c'est un protocole qui est mis de côté, généralement. Et donc, dans le cas d'espèce, je n'ai pas assez d'éléments. Mais au regard de l'introduction que vous venez de faire sur la situation, je ne peux pas comprendre qu'un individu est chez lui, vice-président de la République soit-il, et chez lui, ancien vice-président de la République soit-il, et chez lui, des munitions de guerre non identifiées par les services compétents de la République, des personnes, militaires ou pas, qui les détiennent. Je ne pense pas que le service devrait attendre tout le protocole. Si les services arrivaient à mettre la main sur ces gens qui disposent des armes, des guerres, il reviendra maintenant à ce service d'amener ces personnes auprès des instances concernées et habilitées afin justement d'éclairer la lanterne des Congolais. Généralement. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. À ces stades. En attendant qu'on ait on l'a vu, les cas sont légion, excusez-moi, mais le cas des États-Unis sont des cas plausibles. On a vu une opération antiterroriste menée dans un pays étranger. Je crois que cette opération a violé tous les protocoles du monde qui existent, et aux États-Unis, et au niveau de la Charte des Nations Unies, etc. Parce que le plus important, c'était d'atteindre l'objectif. Et ça, c'est un service d'intelligence qu'il avait fait. Et donc, dans les cas d'espèce, on connaît la position des Européens.
la position des Roubaix-Rois vis-à-vis du régime de Kinshasa est très claire. C'est un secret de polichinelle. Roubaix-Rois ne cache pas son désaccord vis-à-vis de la manière de faire du régime de Kinshasa. Et des fois, il fait des clins d'œil à ceux qui ont pris des armes. Il ne s'en cache pas. Et donc, si, à ces niveaux, les services estiment que Roubaix-Rois devient une personne suspecte et qu'il faudrait procéder au regard des éléments qu'il dispose par des perquisitions, je crois que le service n'a fait le faire, mais s'assurer de le faire en toute légalité, c'est important. Pour l'instant, on ne va pas aller je vous ai expliqué ici, je vous ai dit, partout au monde, il existe des services, comme on l'appelle, le service secret, des services d'intelligence. Oui. Jean-Pierre, si ils ont des informations qui concernent la sûreté nationale et qu'il faille d'abord agir, je pense que ces protocoles ne reviennent qu'en aval. D'accord. Merci bien. Vous gardez la parole de Jésus. Je voudrais qu'on dise rapidement un mot sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Déjà, la matinée était très agitée. On a vu tous les accès qui donnent au palais du peuple barricadé, bloqué par des unités spéciales de la police. Jusqu'en début d'après-midi, quand la plénière a finalement commencé, c'était assez électrique là-bas. Je voudrais d'abord voir le regard que vous portez sur les événements d'hier avant de remonter un peu plus loin et sur la genèse même du problème. Effectivement, Jean-Pierre Kayembe, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce un jeu de la démocratie? Est-ce un règlement des comptes? Est-ce un désamour entre partenaires? Ou est-ce encore une quête de positionnement politique des députés nationaux? À ce stade, il y a plus de questions que des réponses. Il y a plus de questions que des réponses, Jean-Pierre Kayembe. Ce désordre au niveau de l'Assemblée, etc. L'agitation. Mais tout le monde s'agite aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans l'immensité poussiéreuse de Kimbantseke, l'un des quartiers populaires de l'Est chinois, se dresse un site singulier et désormais bien ancré dans la mémoire collective, le grand complexe scolaire kimbanguiste de Kimbantseke 3. En franchissant ce majestueux portail, peint aux couleurs symboliques du kimbanguisme, un vert d'espérance, un blanc de pureté, on a le sentiment d'entrer dans un espace à part, à la fois spirituel, communautaire et éducatif. Le terrain est vaste, par endroits encombré de carcasses de véhicules en panne, témoins silencieux d'un passé figé. À l'arrière, un temple aux allures sobres veille sur les lieux, tandis qu'à gauche, une école s'étire dans la cour, modeste dans ses sculptures, mais vibrante de vie. Bancs cassés, murs écaillés et tableaux couverts de craie. C'est dans ces décors à la fois simples et chargés de symboles qu'a eu lieu ce mardi une cérémonie pleine d'espoir, la remise officielle des 500 bancs scolaires par le service national. Des discours sobres, des applaudissements nourris et quelques larmes discrètes, mais au-delà des mots, un geste fort, celui d'un État qui, par l'entremise du service national, investit enfin dans les périphéries, dans l'éducation de marge, là où trop souvent l'oubli règne. Sous l'instruction du chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le service national met à votre disposition 500 pupitres dans le but d'améliorer les conditions d'accueil et d'études des élèves. Cette opération s'inscrit dans la suite de la série que nous avons conduite d'abord dans les écoles officielles dites non conventionnées, avant de la poursuivre dans les écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes et autres. À Kimbantseke, sous l'ombre bienveillante d'un eucalyptus penché, des enfants s'installeront bientôt sur ces bancs neufs. Et peut-être qu'un jour, dans le silence d'une salle de classe, jaillira une idée, un rêve, un destin, grâce à un banc, grâce à un geste. L'action que vous venez déposer, adoptant notre complexe de 500 nouveaux bancs publics, est une preuve concrète de votre engagement en faveur de l'éducation et de la jeunesse congolaise. Ces équipements ne sont pas des simples meubles, ils représentent pour nous un espoir, celui d'un meilleur cadre d'apprentissage et de bonnes conditions d'études. Nous sommes particulièrement touchés
par votre sens du devoir. Votre générosité et votre dévouement, votre action réalisée sous le haut patronat de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, montre à quel point l'éducation est une priorité nationale. Jamais un sans deux. Après Kimbantseke, la caravane des bancs a poursuivi sa route vers Kasavubu, au centre d'accueil. Là aussi, au nom du chef de l'État, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwika a procédé à une dotation significative des mobiliers scolaires, accueillis avec une gratitude dans une école Charles Kiselokele, en proie à une pénurie criante. C'est d'exprimer nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, par le biais de son service national, il vient de répondre à un besoin en rapport avec l'accessibilité. Ces apprenants qui ont longtemps souffert, parfois, suivaient les cours debout, d'autres encore à même au sol, d'autres encore s'appuyant sur les fenêtres, d'autres encore utilisaient les genoux pour pupitre. Aujourd'hui, se voient honorés par ces gestes combien louables. De Kimbantseke à Kasavubu, ces bancs ne sont pas des simples assemblages de bois et de métal. Ils sont les sièges de l'avenir, les socles silencieux sur lesquels l'intelligence congolaise prend appui. Dans un pays où tant d'enfants étudient encore à même les sols, chaque banc livré est un acte de dignité. Chaque sourire d'élève, une victoire contre l'oubli. Tout le monde s'agite à l'union sacrée. Je crains fort pour dire tout le monde s'agite même au sein des partis politiques qui dirigent ce pays aujourd'hui. Il faut le dire. L'agitation est partout. À l'UDPS, c'est de l'agitation. Le parti qui dirige a 2 secrétaires généraux. C'est vrai que un est légitime et légal, Augustin Kabouya, mais il y en a un autre qui est à la fois conseiller du président de la République. Ça veut dire que le matin, il se réveille, il brosse ses dents, il dépose ses enfants à l'école, il va à la présidence de la République. Et les soirs, il fait des déclarations en tant que secrétaire général de l'UDPS. Et c'est maintenant à la mode. Si l'un est reçu le matin, le soir, c'est un autre secrétaire général qui va s'improviser. Il dit non, pour balayer, c'est que dit Augustin Kabouya. Et la situation perdure plus d'une année. C'est une agitation qui n'honore pas le parti présidentiel. Il est vrai qu'un camp est dans la légalité et la légitimité, le camp d'Augustin Kabouya, mais il est aussi vrai que l'autre camp est dans l'anarchie. Mais que fait l'autorité suprême de ce parti? C'est vrai, le chef d'État... Le ministère de l'Intérieur d'abord. C'est vrai, le chef d'État ne gère plus le parti au quotidien. Oui. La Constitution ne le permet pas. Mais seulement, il existe au sein des institutions des arbitres attitrés, notamment le ministère de l'Intérieur, pour demander justement à Bizibou d'arrêter avec ce théâtre. Pourquoi laisse-t-on faire? Malheureusement. Au fait, l'agitation part de là. Est-ce que c'est entretenu? Est-ce que c'est voulu à dessein? Mais quoi dire? Quoi dire? C'est une situation inédite. Même à l'époque du MPR, on n'avait pas vécu un parti au pouvoir qui a 2 secrétaires généraux, qui tiennent 2 meetings, qui se contredisent constamment dans les médias. Dans un pays en guerre. Ça, c'est une agitation qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il y a des camps. Il y a le camp de Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, de Chulumbaï, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui entretient, qui tire des ficelles avec certains députés qui ne font allégeance qu'à Déo Bizibou. C'est connu. Il y a un autre camp du secrétaire général Augustin Kabouya, qui est un camp légitime, légal. Voyez-vous? Et donc, mais la situation demeure. Selon des indiscrétions, plusieurs fois, ils ont vu le chef. Malheureusement, après ces échanges, il n'y a eu aucune solution.
Alors là, je renferme rapidement la fronde était au sein du parti présidentiel. Elle s'est exportée maintenant dans les institutions. Ben justement, non, avant d'arriver aux institutions, l'agitation et cette fronde s'est invitée au niveau de l'Union sacrée. Au niveau de l'Union sacrée, on réajuste, je ne sais pas comment appeler ça, et qui on met à la tête, c'est Mbata. Le professeur Mbata. Le professeur Mbata, qui lui encore arrive, il a des adjoints. Ces adjoints, ce sont ses partenaires politiques, ça veut dire l'AFDC, UNC, etc. Mais lui-même, Mbata, s'illustre en partisan. Il se dit, c'est l'UDPS ou rien. Les points de vue des partenaires ne sont plus considérés. Ça veut dire, Mbata peut se réveiller un matin, il convoque des réunions, il donne des orientations sans poser ou demander l'avis, consulter Bahati, Kamere, Luando, etc. Ça, c'est ce qu'on reproche à Mbata. Et du coup, est-ce qu'en tant que secrétaire permanent, il devient le chef de tous les autres? Ben, c'est ça le problème. Lui, il se met dans cette posture. Il s'est dit, je suis supérieur à tous ces gens-là, c'est nous ou rien. Je peux chanter Happy Birthday to You quand je veux. Je peux créer une télévision, etc. Et puis, le désordre s'installe à l'Union sacrée. Pour preuve, 10 jours seulement après le deuxième congrès de l'Union sacrée, c'est la tête de Vital Kamerhe, c'est la tête de Samalou Konde, c'est les désordres qui s'exportent maintenant. Vous voyez la logique? On part de l'UDPS, Union sacrée, 10 jours après le deuxième congrès, maintenant, l'agitation atteint les sommets, les institutions de la République. Et donc, parlant des agitations, je voudrais en arriver là. Vous avez constaté l'agitation à l'Assemblée nationale, mais l'agitation, c'est pratiquement partout et au niveau des institutions. Alors, au niveau des institutions, parlons-en, Jean-Pierre Kayembe, je ne serai pas là. Qu'est-ce qu'on reproche à Vital Kamerhe? Les députés frondeurs reprochent à Vital Kamerhe des choses dont certaines sont fondées et d'autres ne sont pas fondées. Incompétence, manque de respect. Sur la question, gestion par exemple, dans l'opacité. Sur la question des gestions dans l'opacité, je donne raison aux députés nationaux. Pourquoi? À l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a 2 millions de frais de fonctionnement. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Chaque mois. Chaque mois, les frais de fonctionnement. Cet argent qui justement doit servir à payer les personnels politiques, les assistants parlementaires, le personnel des cabinets, etc. Et d'autres missions. Pendant ces temps, les personnels des cabinets, les règlements intérieurs demandent à ce que ces gens-là soient notifiés par le président de l'Assemblée nationale, nommé. Même au sein de son cabinet, Vital Kamerhe, j'ai vu des amis ont fait les débats hier ici, mais personne n'était brandira un document où il a été nommé. Il n'y a pas d'acte de pour nommer le ça personnel n'existe des cabinets. pas. Mais il a fini par nommer les assistants Oui, parlementaires. après pression. Après plusieurs pressions, Jean-Pierre Kayembe, vous êtes journaliste, vous êtes censé le savoir. Après la pression des députés. Mais pendant 7 ans, cet argent, les députés nationaux posaient des simples questions. Parce que la conséquence de ne pas nommer reviendrait à dire quoi? Ça veut dire, lorsque vous ne nommez pas, ceux qui sont là ne se contentent que de ta volonté. Oui. Un matin, tu peux donner à Jean-Pierre 2000 $. Il n'y a pas de salaire fixe. Il dit, d'accord. Ils ne sont pas pris en charge. Le lendemain, vous le donnez 400 $. S'il refuse, vous le changez, etc. Ils ne sont pas pris en charge. Il n'y aura pas de traçabilité. Et c'est ça que les députés, justement, nationaux reprochent à Vital Kamerhe. Lui-même, il a près de 350 000 balles en tant que président de l'Assemblée nationale. 350. Mais c'est cette disparité avec les députés nationaux qui choque. Si officiellement, sans compter parler des invisibles, hein, c'est encore une forme de corruption, officiellement, les fonds secrets des recherches. Un député peut avoir 5 000, 4, 5 000, 6 000 officiellement. Officieusement, on parle de 15 000. Mais considérons officiellement 15 millions, 16 millions de dollars, 6 000 $, ou 5 000 $ à peu près. Mais à considérer avec ce que gagnent les membres du bureau, les frais de fonctionnement, etc. Mais cette disparité-là, Jean-Pierre Kayembe, sans mobilité, sans la prise en charge médicale, etc. Alors que Kamerhe, quand il se déplace, vous voyez derrière lui certains de ses proches qui n'ont rien à envier même aux députés. Il s'est vanté d'avoir organisé et offert aux députés des soins vitaux. Voilà.
ce n'était que de l'heure. Voilà pourquoi les députés aujourd'hui en parlent. Et donc, sur cette question, je donne raison aux députés. Sur la question des contrats, par exemple, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est une machine. Mais tous ceux qui travaillent, ceux qui nettoient, etc., mais on a rompu les contrats de tous ces gens-là. On les a remplacés par qui? On les a remplacés. Et désormais, selon les députés, moi je ne confirme pas, désormais, cette gestion revient maintenant à une dame, à une maman. Qui est cette dame, on ne sait pas. On l'aurait confié. Et c'est elle qui distribue des contrats. Oui. Est-ce que le problème, c'est la dame ou... Non, le problème, c'est vous avez parlé de l'opacité. Vous avez parlé de l'opacité dans la gestion. On ne gère pas l'institution Assemblée nationale par des humeurs et des copinages. C'est ça le problème. On gère ensemble avec ça veut dire, Jean-Pierre, on ne peut pas, moi, parce que je suis devenu président du Sénat, je ne peux pas rompre les contrats qui existent pour confier à ma petite sœur, à mon épouse, à mon enfant, etc. C'est ça le problème. Et donc, c'est ce qui revendique. Et d'ailleurs, ces prestations. Vous estimez que c'est fondé. Justement, ces prestations d'ailleurs, Jean-Pierre Kayembe, de ceux qui travaillent, etc., à l'Assemblée nationale, etc. Mais il y a des contrats de 100 000 $ avec des prestataires, 200 000. Ça devrait passer à la DGCMP. Ça, ce sont des revendications des députés. Mais si ces contrats ne passent pas par la DGCMP, on octroie comme ça à ta petite sœur, etc., il y a un problème. Ça, c'est contenu dans la revendication des députés. Au-delà de tout ça, Jean-Pierre Kayembe, la prise des paroles. Mais des députés l'ont dit. On a vu un député national, Godem Poy, pour ne pas le citer, faire un débat, je ne sais pas si c'était un débat scientifique, après son exposé, Vital Kamerhe, vous donnez des leçons. La prise des becs, oui. On a vu cette prise des becs. En fait, c'est ce que les députés reprochent à Vital Kamerhe. Au-delà de Godem Poy. Il dit à Godem Poy, non, monsieur, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il lui fait des leçons scientifiques. Tout comme il a dit à André Mouchongo. Mais comment toi tu as fait pour devenir député, etc. Tout ça. Ça fait partie de l'ambiance d'une chambre. Ça c'est vous, ça c'est vous qui le dites. Ailleurs, on se donne même des coups. Ça c'est vous qui le dites. Oui. Même ici, on s'est donné des coups. Moi, je suis en train de ressasser la parole vous reviendra. Ce que les députés ont fait. Et donc, au-delà de ces éléments... Là, vous avez parlé de ce qui est fondé. On verra ce qui n'est pas fondé. Ben justement, au-delà de ce que les députés disent, je pense qu'à un certain niveau, la disparité avec les primes, les salaires, là, vous répétez. Merci bien. Je pense que ce sont des éléments fondés. Je reviendrai maintenant sur des éléments qui ne sont pas fondés. La parole vous reviendra. Thierry Mokidekede, vous avez la parole, vous aussi. Lou Jésus l'a presque monopolisé pendant une bonne dizaine de minutes. Il a dit ce qui ne va, jusque-là, ce qui ne va pas. La cacophonie qui s'est installée, qui est partie des partis et regroupements politiques, faits privés, jusqu'à s'exporter au sein des institutions. Vous avez la parole, vous aussi, pour donner le fond de votre pensée, à la fois rencontrer ce qu'il a dit. Merci bien. D'ailleurs, je chute à le rencontrer sur notre dernière prise de parole. Aux États-Unis, le FBI a toujours un mandat fédéral. Peut-être chez nous, on n'a pas instauré ce genre de... Si le FBI descend chez vous, sans mandat, il vous pose des questions et il trouve des suspicions, on encercle, le protocole sécuritaire est installé. Avant de pénétrer dans votre maison, il faut un mandat fédéral. Mandat de perquisition. Oui, fédéral d'ailleurs. Fédéral, un juge. Alors, sur l'Assemblée... Et tout le bazar que Beledou vient de dire, en tout cas, dans une bonne marche, je suis d'accord avec lui. Mais j'ouvre une autre brèche. Ce désordre devient institutionnel depuis un certain temps à l'Union sacrée. Et quand vous voyez la différence ou la dichotomie entre le mariage FCC-Cash, c'est ce qui n'existait pas. Que les autres ont cru avoir un empêchement de la part du FCC. Quand ils ont rompu... Vous voulez dire que les choses ont commencé à se gâter après la rupture FCC? Oui, parce qu'il y a un libertinage et une mauvaise conception de ce que le président a appelé... en créant l'Union sacrée, il voulait avoir des Congolais
Et c'est que tout le monde a... Mais y avait-il un chef de classe à l'époque pour, de temps en temps, siffler la fin de la récré ou comment, indisciplinaire? Avant, il y avait de la discipline. Les disciplinés d'autrefois, se sentant libérés, ce sont eux, c'est-à-dire c'est l'ancien FCC qui a créé le désordre dans l'Union sacrée. Parce que si eux, ils avaient continué avec la même discipline d'autrefois, l'UDPS ne connaîtrait pas ce désordre. Qu'est-ce qui a posé problème, le discipliné ou le disciplinaire? Les disciplinés ont posé problème. Parce que le disciplinaire n'a pas fait son travail. Oui, le disciplinaire n'a pas mis une ligne de conduite à suivre. C'est ce que les détracteurs, peut-être s'ils les disent pour blaguer, que du temps des Kabila, ils vont parler revolver sur la table. Bon, ça c'est un peu exagéré, mais ça dit qu'il y avait une certaine discipline, que ce soit avec les partenaires. Regardez ce que Beledou a dit. Est-ce que ce n'est pas l'expression de la démocratie? On laisse les gens s'exprimer en toute liberté. En tant que députés, ils ont le droit de contester. C'est ce qu'on trompe et nos amis d'élus de PES se détrompent. Dans une organisation, l'échelonnement existe et l'échelonnement doit être respecté. Ce qu'ils disent souvent que chez nous, c'est ça l'expression de la démocratie, c'est faux. Oui, de la base au sommet. C'est le grand désordre. Je reviens sur ce que Beledou a dit à propos du professeur Mbata. On était avec toi, tu avais lu le coup de gueule du vieux PT. Steve Mbikaï. Pratiquement, c'est ce que Beledou vient de dire. Comment est-ce que... Ils ont fait la paix, les deux. Ils ont fait la paix. Enfin. Bon, ok, merci. J'ai vu Mbikaï signer la nouvelle charte de l'Union sacrée. C'est une bonne chose. Une déclaration. J'espère que ça va continuer comme ça. Vous êtes secrétaire permanent d'une plateforme, pas d'un parti politique. Ça dit que les autres alliés sont à un niveau égal que vous. Certes, vous êtes préséant. Mais comme on doit tenir des réunions, on doit respecter les autres. C'est que le président avait dit. Après, nous apprendrons qu'il n'y a que lui, Mbata, et 2-3 personnes. Tout le monde n'était pas au courant. Quand nous rentrons au niveau de l'Assemblée nationale, et même au niveau des assemblées provinciales, on connaît les mêmes problèmes. Ça dit qu'un groupe de gens se comporte hors normes, hors texte. Et quand ça commence à chauffer, maintenant, ils disent aux autres de respecter les textes. Non. C'est ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai suivi Top Congo FM. Hier c'était un député provincial, vice-président de l'Assemblée provinciale du Kulou, qui annonçait que les députés qui sont impayés depuis 6 mois feront un sit-in au ministère des Finances. Aujourd'hui, c'est un de ses collègues, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, qui répond, qui dit non, celui-là, il a donné mauvaise information parce que dans tous les cas, on est payé même si on a quelques arriérés, mais le ministre des Finances est en train d'harmoniser les choses et de régler le problème. Bon, voilà. Bien. Alors, la démocratie respire, c'est bon. Non, c'est pas la démocratie. C'est pas le temps de la dictature. C'est pas la démocratie. Ouais. L'indiscipline qui manque dans la démocratie frise l'état politique du pays. Beledou va jusqu'au gouvernement. Et Beledou fait des reproches à Kamere sur un mode de gestion. Mais quand vous voyez le tableau que lui-même a peint, c'est comme ça que tout ce monde vit. Et ils sont en train de ramener ça au niveau des institutions. Il y a un jeune frère avec qui nous faisons des débats, je préfère taire son nom, qui est de l'UDPS au moins. Oui. Il vous dit clairement que nous, les décisions, nous les prenons à la base. Ça dit que quand les députés entrent là avec l'histoire des Kamere, c'est une affaire déjà consommée. On en vient maintenant. Ça dit que c'est une affaire déjà consommée. Kamere est conjuguée au passé parce qu'à la base, principalement celle de l'UDPS, on ne voit pas Kamere. Les pics avaient commencé depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Beledou est resté trop dans la science politique en reprochant Kamere, mais eux, ils y vont dans un désaccord qu'ils imposent à Kamere et au président de la République. Kamere est dans la logique du dialogue. C'est lui qui est dans la logique du dialogue, a des accointances avec l'ennemi.
et Kamere est balayé par la base. Mais le président lui-même est favorable au dialogue. Parce que le gouvernement ne communique pas suffisamment sur cet effet de faveur au dialogue. Le gouvernement joue au jeu de cache-cache. Regardez, le ministre national de la communication sur une chaîne étrangère au niveau international vous confirme que Kabila est congolais. C'est un ancien président qui jouit d'un statut d'ancien président. Il doit garder certaines attitudes. Ce sont ces attitudes qui font qu'il soit poursuivi. L'organe poursuivant vous dit que le sénateur Kabila, pas l'ancien président, a été dans une chaîne, il a fait ça, il a fait ça. Les avocats de la République vous disent que ce monsieur-là n'est pas congolais, c'est un étranger qui a été espion pendant 18 ans et que les avocats de la République ont les vrais enfants du soi-disant père de l'ancien président. Vous voyez dans quelle confusion nous sommes plongés en On est normalement le 18. Je crois que le procès était censé répondre le 18. Voilà. Alors, si nous revenons chez Kamere. Oui, parce que la parole doit tourner. Chez Kamere, les griefs qui sont retenus à sa charge. Politiquement, Enfin, il n'y a pas que Kamere, il y a le membre du bureau, mais c'est plus celui qui est visé. Politiquement, je concède à ce que Beledou a dit. Moi, je n'ai pas plus d'éléments que Beledou politiquement. Mais sur le plan, comment on dit, sur le plan de la sécurité, est-ce que la chute de Kamere dans l'Union sacrée, parce que c'est ça la conséquence, c'est l'Union sacrée qui a soutenu Kamere à la présidence, et c'est l'Union sacrée qui déchoit Kamere, ou qui va déchoir Kamere de la présidence. Quelle est la conséquence logique? Laquelle? Kamere ne sera plus, n'appartiendra plus à cette union sacrée parce qu'il est rejeté. Il quitte le perchoir, mais ne quitte pas pour autant la famille politique. Non, on se met d'accord. La majorité présidentielle vient de s'organiser en une majorité parlementaire pour déchoir un allié du président de la République. Il ne va pas pour autant quitter l'Assemblée. Il reste député. C'est différent. Kamere est déchu par le PPRD parce qu'il appartenait au PPRD. Mais il a fait l'UNC. Mais Kamere est patron d'un parti politique très puissant en République démocratique du Congo et sur l'échiquier international, d'abord lui-même. Il est déchu, c'est-à-dire... Il faudra peut-être relativiser. Non. À mon niveau, je ne relativise pas. Bien. Des fois, il faut prendre l'animal dans un contexte politique comme celui-ci. Et le silence, l'attitude de Kamere n'est pas anodine. Quand on dit qu'il est incompétent, qu'il n'a pas été à la hauteur, il a... Non, moi je relativise l'incompétence. Peut-être dans des matières précises, si il n'a pas donné... Ou qu'il nage souvent à contre-courant avec le président. Non, nager à contre-courant, c'est pas grave. Mais Beledou dit que c'est qui devait aller à la DCPE. DGSMP, c'est ça, n'est pas allé. Ça, c'est une forme d'incompétence. C'est qui devait aller là où ça doit aller, c'est pas aller. C'est une forme d'incompétence. Est-ce qu'avant lui, ça a été fait? Beledou reprend la parole. Ouais, je chute par là. Ouais. Ça dit que Kamere, aujourd'hui, connaît et a déjà compris cette attitude-là. Mais il fait comment on dit, la panthère, le léopard noir d'Afrique. Donc il fait semblant de ne pas être féroce. Il laisse que l'antilope vienne jusque devant sa barbe. Il saisira au bon moment. Comment va-t-il s'y prendre? On l'a vu ici lors du procès 100 jours. Certains ont pensé que le ciel tomberait sur nos têtes. Non, le ciel ne va pas tomber même maintenant. Mais Kamere va laisser consommer le désordre qui est dans l'union sacrée. L'éclatement de l'union sacrée s'est engagé de soi-même. Parce que si l'UNC quitte l'union sacrée, d'autres partis qui se sentiraient lésés, et même d'autres membres de l'UDPS. Beledou nous a fait entendre un monsieur de l'UDPS qui est tantôt plus tôt, qui s'en est pris vraiment... Et pourtant, le secrétaire général de l'UNC a dit hier sur Twitter que VK avait toujours la confiance du chef et lui-même
a renouvelé sa confiance. Il y a 48 heures, il a signé la charte de l'Union sacrée. Bénédou, vous reprenez la parole. Maintenant, pour parler de ce que des revendications, des griefs portés contre VK, mais que vous estimez, vous, infondés ou qui ne tiennent pas. Oui, merci beaucoup. J'aimerais quand même rencontrer... 5 minutes. Je fais une digression rapidement, je vais rencontrer mon co-débatteur. Oui, effectivement, même aux ISA, vous dites qu'il y a des mandats fédéraux, un mandat fédéral. Il y a un service de cybercriminalité, je crois, qui a opéré. Ouais. Ce service qui est allé perquisitionner la résidence de Azarias Robert-Roy. C'est un service qui dépend de la présidence de la République. Ouais. Et je suppose que ces services qui opèrent a suffisamment d'éléments légaux pour aller perquisitionner. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous avez parlé de la discipline d'hier. Écoutez, Jean-Pierre Kayembe, soyons sérieux. Si avoir considéré que dans un pays, on peut avoir un président de la République et un autre président à Kingakati, à qui on fait allégeance, c'est cela la discipline, je pense que nous sommes perdus. On le sait et on le savait. Que cette union, s'il vous plaît, Jean-Pierre, il y avait une autorité morale. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous êtes libre. S'il vous plaît, vous êtes libre. Pourquoi vous agitez? Soyez calme, Jean-Pierre. Vous êtes libre. Soyez très calme. Pourquoi quand on parle de Kabila, vous êtes agité? Pas du tout. Je vous relance comme je vous relance. Oui, mais je vous ai relancé. Non, vous ne relancez pas. Vous me contredisez. Vous me contredisez. Vous ne me relancez pas. Vous le savez. C'est un secret de polichinelle. Et dans ce pays, il y avait des députés, des ministres qui ne juraient que sur ce que va dire Joseph Kabila. La parole de Kabila avait force de loi. Et on le sait. Plusieurs fois, Mabunda, sur la question qui concerne notamment les élections au Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous le savez. Il faisait référence à qui? À l'autorité morale. Joseph Kabila. On escamotait la loi de la République jusqu'à dire, mais il est plausible que nous fassions tomber le président de la République. Plusieurs fois il a dit, plusieurs fois les membres du gouvernement l'ont dit. S'il vous plaît, dans ce pays, s'il vous plaît, dans ce pays, mais on n'invente pas s'il vous plaît, on ne va pas faire ce débat-là. Sinon, si on fait ce débat-là, en tant que journaliste, nous avons des éléments suffisants pour te rencontrer. On ne va pas faire ce débat là maintenant, ce n'est pas le débat. Mais l'on sait, c'est un secret de polichinelle. C'était de l'indiscipline, c'était tout sauf la discipline. C'était de l'indiscipline au sommet de l'État, au sommet des institutions de la République, où les présidents de la République étaient réduits à celui qu'on pouvait dire, bisonnet au PCA pouvoir, qu'on récupérait à tout moment. Et Azara à 6 mois. Et on le savait. C'est ce qui a conduit d'ailleurs au divorce, tant réclamé par l'ECC, Cinco, etc. Parce qu'ils n'en voulaient plus dans un pays avoir 2 présidents de la République. Et c'est que moi j'appelle de l'indiscipline. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands regrets du président Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avancer? Moi, j'analyse. Si, j'avance. Allez-y, vous êtes Vous estimez que je n'avance pas? J'avance, Jean-Pierre Kayembe. Soyez calme, j'avance. Je reviens. D'où Jésus? Je reviens sur l'affaire Kamere. Oui. Effectivement, vous savez, sur le plan politique, hein, moi j'estime que lorsqu'on dit Kamere ne veut pas qu'il y ait des jeux de la démocratie, par exemple, je pense que c'est un débat qui ne tient pas debout dans la mesure où les députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est l'UDP, ce n'est pas l'UNC de Vital Kamerhe, c'est l'UDP, c'est Mosaïque. Et donc, s'il faut interpeller un membre du bureau, etc., je crois que les initiatives ne sont pas bloquées, sinon on aurait entendu, depuis le début de la législature, cette pression-là sur Kamerhe, on ne veut pas qu'on interpelle tel, parce que la plupart des ministres, d'ailleurs, sont issus UDPS. Et d'ailleurs, si vous allez au Sénat, on vous dira que les sénateurs reprochaient justement aux députés, aux sénateurs UDPS de ne pas vouloir qu'on interpelle les ministres UDPS. Et donc, moi, je trouve que cet élément-là autour des Kamerhe, c'est un élément qui ne tient pas debout. Mais parlons politiquement, comme l'a dit M. Mukelekele. Vous savez, Jean-Pierre Chevènement disait, un ministre, ça c'était ou ça démissionne. D'ailleurs, il a dit en des termes encore forts, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Kamerhe n'est pas un président et n'est pas un député simple à l'Assemblée nationale. Kamerhe est le président d'un corps, Assemblée nationale. Sur le plan légal, après le président de la République, c'est Vital Kamerhe. Kamerhe, s'il a des choses à reprocher à son régime, puisque c'est son régime,
Mais il y a des cadres normatifs pour ça. Il y a un cadre interinstitutionnel où Kamere peut être en contradiction avec Souminois, avec le président de la République, sur des questions cruciales de la République. À quel moment se serait-il écarté de la ligne? Ah, la bonne question est là. C'est ce qu'on reproche à Vital Kamere. À la tête de l'Assemblée nationale, du haut de son perchoir, Vital Kamere pouvait même dire aux députés, vous là, qui voyez le président, quand vous allez voir le président de la République, il faut lui dire des vérités. Dialoguer rapidement. Mon frère l'a évoqué ici. Kamere insistait sur le dialogue avec Kabila, avec le M23, Nanga, alors du haut du perchoir de l'Assemblée nationale. Ce qui a été très mal vu par ses partenaires. C'est tout à fait logique, parce que Tshisekedi n'était pas dans cette logique-là. Du haut du perchoir. Il y est aujourd'hui. S'il vous plaît. Il est aujourd'hui favorable au dialogue. Attention, Jean-Pierre Kayembe, attention. Même si ça s'est conditionné. Attention, les contextes ne sont pas le même. Dialoguer alors que Goma vient de tomber aujourd'hui, dialoguer demain, c'est vendre une partie de la souveraineté du pays. D'ailleurs, eux-mêmes, les M23 l'ont dit à Doha, nous voulons la co-gestion, oui, la gestion autonome de la partie Est occupée pendant 10 ans. C'est ce qu'ils voulaient. Dialoguer à ces moments-là, lorsque la plaie est encore ouverte, je voudrais dire céder une partie de ce territoire. Mais il y a bien longtemps que s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais justement, je vous dis, les contextes sont différents. Avant la chute de Goma. Non, VK réclame. Non. Sa sortie des prisons. VK il a fait un voyage jusqu'au tour de Bunagana. Oui. VK, justement, il n'a pas transigé à son discours. Et c'est justement ce que lui répond ses partenaires de l'UDPS. Ça veut dire, on réclame à VK le fait d'être toujours en contact avec ceux qui tuent, ceux qui pillent, et avoir un double discours par rapport à son régime. Pendant que vous êtes ici, sachez que on a besoin des électeurs, s'il vous plaît, des louangeurs. Sachez que, s'il vous plaît, je vous parle. Allez-y. Je vous parle politiquement. Bien. Ce que ses partenaires lui reprochent. Et ça, vous êtes journaliste, descendez à l'UDPS, posez la question. Justement, c'est ce qu'on reproche à Vital Kamere politiquement. Allez, vous parlez que vous êtes ici, telle ville est tombée, telle autre ville est tombée, jusqu'à ce qu'on ait un autre son de cloche d'un colonel pour dire non, cette ville n'est pas tombée. Je sais que ce partenaire reproche à Vital Kamere. C'est vrai, il est président de l'Assemblée nationale, il a suffisamment d'éléments. Est-ce que c'est comme ça qu'on annonce que les villes, les villages, les territoires tombent du haut du perchoir? Quel message on veut lancer à la population? Alors que vous êtes président d'un corps. Ça veut dire quoi, Jean-Pierre Kayembe? Chasser le naturel, il revient au galop. Kamere avait la possibilité en 2009 de poser sa contradiction avec Joseph Kabila lorsqu'il s'indignait du fait que l'armée rwandaise était sur le territoire congolais. Il pouvait le faire dans un cadre interinstitutionnel. Mais pourquoi Kamere avait décidé de le faire lors d'une plénière? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Kamere fait chanter ses partenaires et c'est de cette manière qu'il le fait. C'est ce que l'UDPS reproche à Kamere. Politiquement, c'est ça le non-dit. Il fait chanter ses partenaires. On reproche à Vital Kamere, justement, Jean-Pierre Kayembe, le fait, vous savez, moi je ne le confirme pas. Nous sommes journalistes, nous questionnons, nous parlons avec des gens de gauche à droite. On reproche à Vital Kamere de faire un flou sur la rencontre de Thabo Mbeki. Certains partenaires de l'UNC reprocheraient à l'Union Sacrée, reprocheraient à Vital Kamere d'être à la base de l'initiative. C'est vrai que l'histoire Thabo Mbeki n'est pas une initiative de la RDC, la Fondation Thabo Mbeki, mais le fait de mobiliser que les Congolais se retrouvent de ce côté-là, on dit que Kamere a joué sa partition. Et d'ailleurs, il s'y trouvait un jour avant la tenue de l'événement. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas pris part. Il n'y a pas pris part parce qu'il y a eu tollé ici à Kinshasa. Après, il dit non, c'était pour des raisons de santé. Bon, vous arrivez en Afrique du Sud, un jour après, vous quittez. On vous a traité quoi en moins de 24 heures, etc. Ça, les partenaires ont posé des questions. Les prises de parole publiques de Kamere lorsqu'il est allé en Europe. Le VK, c'est pas qu'il est incompris. S'il vous plaît, c'est ce que je vous dis. Ouais. Pour l'UDPS, la situation que le pays a vécue en 2009, où il pouvait parler à son partenaire Joseph Kabila, il l'aimait tant
à qui il a dédié un ouvrage, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, il pouvait lui parler soit par écrit, soit dans un cadre institutionnel. Il a préféré venir régler des comptes en public. C'est ce qu'on reproche à Vital Kamerhe aujourd'hui. Ce qu'il voulait dire à Kabila à l'époque, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Est-ce qu'il ne pouvait-il pas le dire dans un autre cadre? Vous parlez de ce qu'il a dit en Europe. Ce qu'il voulait dire à Tshisekedi sur le dialogue, il faut dialoguer. Est-ce qu'il n'y avait pas de cadre pour le dire? Ce qu'il dit en Europe. Quand on lui pose la question sur est-ce qu'il est en contact avec Kabila, avec ceux qui ont pris les armes, une réponse ambiguë. Et l'UDPS que le partenaire trouve ambiguë. Et donc, tous ces éléments-là constituent un cocktail de méfiance dont on ne nous dit pas, mais on choisit justement de le faire autrement entre partenaires au sein de l'Union sacrée. C'est ça le problème. Alors on n'est pas en démocratie, il n'y a pas de liberté. En tant que chef d'un corps constitué. Certains les considéreront comme il doit prendre position sur certains faits. Certains, contrairement à ce que dit mon frère, c'est de l'indiscipline, etc. C'est vrai qu'il y a un désordre. C'est moi qui l'ai dit. Il y a un désordre, mais c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Certains vous diront que c'est verre est à moitié plein, certains vous diront que le verre est à moitié vide. Certains diront que c'est de l'indiscipline, certains diront que c'est un jeu démocratique. À eux aussi, il faudrait concéder. Mais moi, en ce qui me concerne, mesdames, voici mon point de vue que vous avez voulu tant dire. Et je vais chuter par là. Moi, je pense que dans un contexte de guerre, ça c'est un avis personnel, dans un contexte de guerre où une bonne partie du pays est pris, assister à une vague de pétitions, parce qu'il n'y a pas que la pétition contre Vital Kamerhe, qui en veut qu'il tombe. Parce qu'il faut le dire, si Kamerhe va tomber demain, la pétition qui a réuni plus de 250 signatures, il y a tous les députés de l'Union sacrée, du moins la majorité, qui sont concernés. D'abord, les porteurs de la pétition, c'est Bindoule qui est de l'Est du pays. Quand vous regardez parmi les pétitionnaires, il y a pratiquement 12 à 20 députés qui sont de l'Est du pays. Il y a les députés UDPS, il faut le dire. Il y a des députés MLC, il faut le dire. D'ailleurs, on a vu la sœur de Jean-Pierre Bemba très mobilisée pour recueillir les pétitions, etc. Alors moi, je me pose la question, à qui va profiter ce désordre si Kamerhe est tombé aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est que moi, je ne partage pas. Une réponse qui n'a pas. C'est que moi, je ne partage pas. Autre chose. Mais on nous dit qu'il y a encore des pétitions en gestation. Maintenant, si c'est des ordres-là dont on parle, il y a une pétition contre Tshilombaye. Mais qui sont porteurs des pétitions contre Tshilombaye? On apprendrait que c'est les clans Mbosso. Parce que Mbosso voudrait aussi jouer sa carte. Si Kamerhe tombe aujourd'hui et que Tshilombaye n'est pas là, c'est Mbosso qui sera le doyen d'âge qui va constituer les bureaux d'âge. Il reviendra encore aux affaires. Et ce qui se passe maintenant, c'est que, d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, c'est Samuel Mbemba qui est un avant-plat, dont on voit la manœuvre. On a vu des dénonciations des députés aujourd'hui qui militent maintenant, qui passent par là, par les députés pro-Mbosso, pour que Tshilombaye tombe aujourd'hui. En fait, le combat maintenant quitte Vital Kamerhe, ça devient une guerre de positionnement. Est-ce qu'on risque d'assister à une situation qui sera incontrôlable? Oui, mais ça, on y va d'ailleurs. Vous savez, moi, j'ai parlé avec 2-3 députés, je regardais, je recueillais les avis. Certains citeraient même le nom de Luando. Non, mais est-ce que ce n'est pas Luando qui serait à la manœuvre? Moi, je ne le confirme pas, je vous parle de faits. Est-ce que Luando ne serait pas aussi de l'autre côté à la manœuvre pour soutenir Tshilombaye, pour que Mbosso tombe et qu'on mette un pion? Donc ça veut dire la pétition contre Mbosso qui est en gestation, certains accuseraient déjà Luando à la manœuvre, etc. Mais dans tous les cas, même si Mbosso tombait, il reviendra toujours, parce que là, le bureau n'aura plus, sauf si Tshilombaye reste. Non, si Mbosso tombe par une pétition, je pense que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Mbosso ne pourra pas revenir au bureau d'âge, il faut trouver quelqu'un d'autre. Parce que Mbosso est déjà mis en cause. Et donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, à l'Union sacrée, je reviens sur l'angle de départ, tout le monde maintenant cherche à s'y positionner. Merci bien. Alors, je chute par là. Ce positionnement-là, c'est ce que moi je dis à la fin, Jean-Pierre Kaye. Si Kamerhe tombe, et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a tous ces mouvements-là, etc., est-ce que ça va résoudre le problème de l'insécurité dans l'Est du pays? On reviendra pour ça dans la conclusion. Est-ce que ça va résoudre les problèmes de l'assiette des Congolais? Oui. Est-ce que ça va apporter un semblant de solution dans les quotidiens des Congolais? Je dis non. C'est là où je dis, il faut que les désordres qui partent
de l'UNC, ça c'est mon avis, qui part de l'UDPS, n'atteignent pas les sommets de la République. Au-delà des revendications dont certains peuvent se trouver fondées, il faudrait que les Congolais demeurent sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi, mon cher ami? L'essentiel, c'est que c'est des mouvements à Uvira. Est-ce qu'on suit de près ce qui se passe à Uvira? Est-ce que si aujourd'hui Uvira tombe, Jean-Pierre Kayembe, est-ce qu'on parlera encore du Congo uni? Pendant que les députés pétitionnaires s'agitent, non, Mbosso, Bisso Tolingi Ote, Kamere doit tomber, il doit rester, il doit faire cela, il doit faire ceci. Est-ce que le débat démocratique tient compte de la partie Uvira qui demeure la clé pour la prise de la République? Parce que si Uvira tombe aujourd'hui, Jean-Pierre Kayembe, c'est l'ouverture vers le Tanganyika, c'est l'ouverture vers le Kisangani. Est-ce qu'on parlera du Congo? Bitakura se demandait si nous étions suffisamment conscients. Mais il a raison. Il a totalement raison. On retombe dans ce que disait... Quel est l'intérêt du président de la République de laisser l'UDPS avec des secrétaires généraux? Pourquoi on ne dirait pas à Bizibou? Bizibou, allez, arrête ce théâtre-là. Le secrétaire général, c'est Goussa Kabouya. Quel est l'intérêt? Quel est aujourd'hui l'intérêt? Après le 2e congrès de l'Union sacrée, 10 jours après, on a des pétitions à l'Assemblée nationale comme au Sénat. À qui ça va profiter? Merci. Et donc, ça, ce sont des bonnes questions à nous poser. Et moi, je pense que nous sommes à côté de l'essentiel. L'essentiel voudrait que ces députés-là aient des motions contre les ministres de la Défense, de l'Intérieur, quand les villes tombaient. Voyez-vous? Mais lorsque l'on s'agite pour, en réalité, s'en tenir aux guerres des positionnements, au-delà de tous ces fracas, de tout ce que certains peuvent estimer légitime ou pas légitime, au-delà de tout ceci, quel est l'intérêt des Congolais en tout cas, dans un pays en guerre, dans un pays ça frise l'indécence. Où des compatriotes à Goma, à Bukavu, tombent privatisés par la parole de Jésus Belidou, Liberté Actu. Vous avez la parole. Bitakura a été un peu trop dur hier. Il a dit à ses collègues qu'il revenait du Kivu, qu'il a vu des gens être massacrés, qu'il aurait souhaité que ce soit le sujet du jour. À la reprise de la session, que l'on parle des questions essentielles. Quand on suit les députés, on est pratiquement dans toi de là que je vais mettre. Dans toi tu gagnes, moi je ne gagne pas. On est dans l'intérêt partisan. Rien de général. Vous avez la parole. Oui, Bitakura, sûrement les conseils de sa grand-mère produisent toujours des effets. Le griot national. Oui. Et l'inconscience, c'est un mot qui était placé. Je crois que tout le monde devait rentrer dans la conscience pour essayer un peu de faire avancer le pays. Je voulais faire un petit pas en arrière pour rappeler à Beledou que au 2e tour des élections entre Kabila et Bemba, Kabila a fait alliance avec Zanga Mobutu et Gizenga. Et Kabila est resté constant. Quand Gizenga est parti, c'est le parti qui a géré. Il y avait MP, majorité présidentielle, et puis il y a eu AMP, Alliance pour la majorité présidentielle, parce qu'il y a eu certaines alliances. Avant que ça ne soit FCC, nous remarquerons que Kabila a respecté la parole donnée à tous ses partenaires jusqu'à atteindre le FCC. Le fruit du FCC, c'est quoi? C'est l'opposition, principalement l'UDPS, avec Sami Badibangui. Badibanga, pardon. Badibangui, c'était Christian Péassona. Oui, un bon gars. Et Bruno Tshibala. Kabila a respecté sa parole donnée et l'UDPS nous a amené aux élections qui ont donné le résultat. Toujours précisé, l'UDPS... oui. Avec Bruno Tshibala, c'est sans épithète. C'était l'UDPS d'abord. Oui. C'est alimité où il y a l'UDPS, tu sais qui dit avec épithète. Sans épithète, Alors, Kabila dit au parterre de ses membres du FCC que faites attention avec votre attitude. Vous avez le pouvoir, mais la manière dont vous vous agitez, vous risquerez de mettre le pouvoir dans la rue et finalement aller chercher. C'est comme ça que j'avais parlé de la discipline.
Si le FCC avait gardé la même discipline, Oui. bien entendu, je concède à Doubeledou, il y avait des excès des ailes, tels que il faut na benga yeme et tout, il y avait des excès des ailes. Mais quand vous connaissez Joseph Kabila, vous ne le trouverez pas dans ça. Tous ces messieurs qui ont fait ces excès des ailes, regardez-les aux côtés de Tshisekedi. Ils sont dans ça. Kinke Mulumba, regardez ce qu'ils racontent. Mais vous ne trouverez pas Kabila tomber dans ce genre de pièges quand il avait cette majorité compacte de FCC. Vous ne le trouverez pas. Les mêmes gens ont combattu Moïse Katumbi. Ils ont fini par l'avoir. Ils l'ont éjecté aux côtés de Joseph Kabila. Baba ayant compris les jeux, Baba rejoint Moïse Katumbi. Tu vois? Mais Kabila est resté fidèle aux promesses qu'il avait faites à Baba. Kabila est resté fidèle aux promesses qu'il a faites au père Tshisekedi et au fils Tshisekedi. Regardez la discipline de Joseph Kabila. Kabila demande au président de la République, il faut parler avec ces gens. Pour stopper la guerre, il faut parler avec ces gens. Les mêmes gens qui ont travaillé avec Kabila, les mêmes gens qui ont brûlé l'Est du pays, ils ont préféré que Tshisekedi brûle l'Est. Ils ont dit à Tshisekedi de faire un front contre Joseph Kabila, au lieu d'être du même côté et faire un front, comme le président de la République le disait, faire un front commun contre l'envahisseur. Mais les mêmes gens qui connaissaient comment dribbler la situation de l'Est ont fait le même jeu. Kamere, c'est un érudit. Hein? Et c'est quelqu'un qui maîtrise les questions de l'Est. Parce qu'il est parmi les premiers signataires des premiers accords avec l'abbé Malou Malou, le général Denis Kaloumé et tout et tout. Il en sait trop sur la partie Est. Si Kamere sort du contexte que Beledou voulait le voir, c'est-à-dire traiter ses problèmes dans le cadre institutionnel, c'est parce que chaque fois qu'il a traité dans le cadre institutionnel, on ne l'a pas considéré. Or, Kamere est représentant d'une institution. Et son institution a plusieurs exercices, parlementaires bien entendu, et extra-parlementaires, qui aideraient le pays à avancer. De par son expérience, Kamere a vécu toutes les négociations. Souvenez-vous à la cité de l'OUA, l'opposition ne voulait pas. Mais Kamere, qui connaissait la valeur humaine et le coût d'une guerre, c'était l'UNC qui avait cédé et Kabila a eu raison de réunir les gens avant que nous n'allions à Saint-Sylvestre. Vous vous souvenez? Kabila a fléchi pour aller à Saint-Sylvestre, c'est parce que quelqu'un de l'opposition, qui est Kamere avec l'UNC, avait rejoint la discussion. Et Kabila ne pouvait plus continuer à piquer contre la Senko et l'ECC. Le feu Papa Étienne Tshisekedi a imposé, Kabila a fléchi. C'était pour gagner la confiance de tout le monde. Kabila n'a pas imposé la prolongation de son mandat. La prolongation de son mandat vient d'une entente au niveau de la Senko. Et Kabila a envoyé ses membres du FCC dans une certaine discipline pour discuter avec l'UDPS, le vieux Tshisekedi et tout ce monde-là. D'où la naissance du vieux Olengankoy. Olengankoy, c'est le fruit de tout le monde. Et tout le monde s'était mis d'accord que Olengankoy sera là comme une aiguille qui devra nous retourner à la raison. Dans ce que... Maintenant, on doit atterrir. Ouais, dans ce que Bitakwira a dit, oui. Il dit vrai. Il dit vrai. Pourquoi? Parce que les gens pensent que ce sont les autres provinces qui ont plus de douleurs que ceux-là des provinces incriminées. Vous êtes des l'UDPS, vous vivez au centre du pays. Peut-être il y a un problème d'exode rural, de famine et tout et tout. Mais là, il y a des déplacements. Ce n'est pas simple exode, ce sont des déplacements suite à un conflit meurtrier. C'est la famine, c'est beaucoup de choses à la fois. Vital Kamere connaît ça. Bitakwira connaît ça aussi.
Mais quand ces gens-là vous disent que non, il faudrait qu'on se mette, on parle. Parce que les gens, des fois, se trompent. On ne peut pas prendre une gomme de l'enfant de maternelle et effacer les Benyamulenge, les gommer, effacer les Tutsis congolais, comme les gens le veulent. Les Benyamulenge ne sont pas des Congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Donc, vous prenez une gomme de primaire, vous effacez les Tutsis congolais. Vous effacez les Benyamulenge. C'est impossible. C'est pourquoi ce genre de dialogue revient souvent. Et 18 ans après, on est tombé dans ce qu'on a été il y a près de 24 ans. C'est cette erreur qui continue à se faire consommer. Aussi longtemps que nous penserons que Vital Kamerhe, c'est parce qu'il est de l'Est, il a des acquaintances avec Kabila. C'est parce qu'il est de l'Est, il a des acquaintances avec le M23. C'est une approche très fausse. Dernière question, va-t-il tomber? Est-ce que les carottes sont cuites pour lui? À ce stade et à l'attitude de l'autorité de référence, je ne sais pas quelle baguette Kamerhe ferait, et je crois qu'il en est conscient. Et étant félin, il ne veut pas prendre l'égocentrisme comme un moyen politique. Il va prendre sa croix jusqu'à sa sortie. Moi, je crois. Il est d'accord qu'il sorte. S'il partait, restera-t-il au sein de la mouvance au pouvoir? Vous les voyez basculer? Plus de 250 personnes ne veulent pas de toi. Comment tu resteras en ce sein-là? Parce qu'il devait rester... Non, on ne fait pas de toi à la tête du bureau, par la majorité. Pas dans le clan. Par la majorité. C'est par la majorité qu'on ne veut pas de Kamerhe. Et puis les gens doivent oublier, Kamerhe a fait des concessions depuis 2018. Tshisekedi est fin mandat. Il est la plus grande victime dans cette affaire. Ouais. Et Tshisekedi ne va pas rempiler. Pourquoi ne pas se mettre en ordre de bataille avec des candidats comme Kamerhe et d'autres dans l'Union sacrée pour préparer 2020? Merci bien. D'où Jésus. S'il vous plaît, je voudrais qu'on reste dans les sujets. Oui, je suis dans les sujets. Cherchait-on à évacuer Kamerhe parce qu'on a un agenda caché? Notre confrère Edmond Izuba revenait ici sans trop le dire, mais entre les lignes, on savait comprendre qu'il disait qu'il y a un plan en gestation. Et pour les auteurs de ces plans, Kamerhe est un obstacle. Oui, mais je crois que je vais répondre à votre question. Je rejoins d'abord mon co-débatteur qui a été pertinent sur certains éléments. Merci. Il a dit la majorité de Kabila est restée fidèle. Je ne sais pas si on vivait toujours au Congo, peut-être vous étiez ailleurs, mais je ne vais pas beaucoup plus prendre trop d'exemples. Je prends juste le cas Bahati Lukwebo. Deuxième force politique, la majorité à l'époque. Kabila prend Alexis Tambwe Mwamba. Il n'avait même pas un bourgmestre. Il le bombarde président du Sénat. Alors que au-delà de la promesse donnée, la loi de la majorité obéit à un exercice arithmétique. Il faudrait que la première force au niveau du Parlement prenne le Sénat. Est-ce ça tenir une parole? 2018, vous évoquez les cas Rossi Mukendi. Et les cas Esenko, non. Rossi Mukendi, Kabila devait partir depuis 2016. C'était un forcing. Ce n'est pas moi, Pélédou, qui le dit. C'est les Nations Unies que Kabila a recruté, même pas Auré, a recruté l'M23 pour venir tirer ici sur des Congolais lors des manifestations. Les manifestations dans les églises, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, c'est des manifestations pacifiques. Et ils ont été tués. Pourquoi? Parce que Kabila a fait un forcing. Il a fait un forcing. Ce n'était pas la volonté de la Senko ou des autres, non. La Senko, par contre, militait pour le départ de Joseph Kabila dans le délai. Donc, il ne faudrait pas qu'on trompe l'histoire. C'est ça l'histoire, mon cher co-débatteur. Kamerhe l'incompris. S'il le disait dans un cadre institutionnel, il ne serait pas compris. S'il le disait en public, à l'Assemblée au perchoir, il sera compris. Ça veut dire que Kamerhe, c'est lui le mal compris de la République. Mais à l'époque de Kabila, il était aussi mal compris. Parce que ce qu'il a dit en 2009, du haut de son perchoir de l'Assemblée nationale, comme président, il pouvait le faire dans un cadre institutionnel. Était-il aussi incompris à l'époque par Joseph Kabila? Donc lui, c'est l'incompris de la République. C'est ça la victimisation de Kamerhe.
notre réponse à Vital Kamerhe. C'est lui l'incompris. Il règle des comptes au niveau des institutions. Après, il va dire qu'il est incompris. Alors qu'il y a un cadre institutionnel. Kabila l'avait-il mal compris? Vous l'avez dit sans le dire. Que Kabila aussi ne comprenait pas Vital Kamerhe. Tshisekedi ne comprend pas Vital Kamerhe. D'où Kamerhe, il doit ouvrir une guerre, une bataille sur le niveau des institutions de la République. Et donc, je pense que c'est un argument qui ne tient pas debout. Et donc, faut-il négocier ou pas? Oui. Kamerhe a toujours dit qu'il faut négocier. Kabila a dit qu'il faut négocier. Kabila n'est pas un exemple à prendre sur un plateau de télévision, excusez-moi du peu. Quand Tshisekedi disait Kabila, l'AFC de Nanga, c'est Kabila, il n'a pas menti. Pouvez-vous comprendre qu'un pays en prend la guerre où les Rwandais sont arrivés avec 10 000 hommes, ce n'est pas Belodou qui l'a dit, c'est les Nations Unies, les conseils de sécurité des Nations Unies, 10 000 hommes qui ont tué des Congolais, plus de 20 000 Congolais. On a tué des femmes, 145 femmes, violées dans des prisons à Goma. On les a violées et puis on les a battues. Kabila arrive à Goma, il met la main dans la poche, derrière lui c'est Nanga. Il se comporte en patron de Nanga. C'est vrai, Goma c'est Kinshasa, c'est la RDC, Bukavu c'est la RDC. Mais Judith Souminoua, prenons un exemple comme ça, ne peut pas débarquer à Goma dans ces contextes-là. Quand on vous disait que Kabila, Nanga, l'AFC de Nanga c'est Kabila, personne ne croyait à Tshisekedi. Mais il est descendu lui-même. Et d'ailleurs, ses partenaires, c'est Moïse Katumbi avec son parti Ensemble qui annonce que Kabila sera à Goma. Il faut négocier avec qui? Vital Kamerhe veut qu'on négocie. On négocie pendant que les villes tombaient. Avec qui? Quand Daishimi du Burundi vous dit les tireurs de ficelle c'est le Rwanda et l'Ouganda, ne négociez pas. Vous allez vendre ce pays. Mais l'Ouganda est toujours avec. Mais justement, il fallait partir. C'est ça que je dis. Il ne faudrait pas minimiser le travail de la diplomatie qui a été abattu. C'est très important, Jean-Pierre Kayembe. Ce travail a permis à ce que l'intervention notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'intervention notamment des États-Unis, l'intervention des différents partenaires ont permis à ce que ce cadre institutionnel, ce cadre de dialogue respecte la souveraineté nationale de la RDC et que ça déjoue plusieurs plans. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'un pays en guerre, un chef d'État qui a fait plus de 18 ans au pouvoir, prenne la parole en public, pas pour condamner le Rwanda, ne serait-ce que ça. Lorsqu'on sait que c'est le Rwanda qui a soutenu les rebelles pour tuer les Congolais massacrés et violés. Et donc, il dit même, il interdit aux Sud-Africains, à l'armée sud-africaine de venir en aide à un pays qui est envahi, son propre pays. Ça, il faut le dire. Donc, il ne faudrait pas venir faire l'apologie de Joseph Kabila alors que nous sommes sur le plateau de télévision. Sur le sort de Vital Kamerhe, on finit par là. Ça c'est clair. Vital Kamerhe est vomi par ses partenaires. Vous avez vu l'attitude des députés UDPS. Ils sont allés voir le secrétaire général. Le secrétaire général, bien évidemment, il a relativisé, Augustin Kabouya, mais à la fin, il a dit qu'il faudrait avoir l'avis de l'autorité de référence. L'autorité de référence, dans le cas d'espèce, c'est le président de la République. Et qu'est-ce qui se passe? 4 jours avant la formalisation de cette pétition, on a vu Vital Kamerhe rencontrer le président de la République. Après cette rencontre, c'était de l'huile au feu d'ailleurs sur la gestation de ces pétitions. Ça veut dire que la pétition a encore eu plus de signatures des députés où on a vu des gens à la manœuvre. Aujourd'hui, on ne sait pas dédouaner les présidents de la République dans ce qui va se passer sur le sort de Vital Kamerhe, dans la mesure où, quand vous regardez la liste des pétitionnaires, il y a tous les députés UDPS. Il y a tous les députés de la Mosaïque UDPS. Il y a tous les députés de l'UNC, et d'ailleurs, et de l'AFDC. Il y a tous les députés MLC. Il y a tous les députés du parti de Guy Luando, et d'ailleurs, lui, qu'on accuse, on dit qu'il est à la manœuvre, etc. Moi, je ne le confirme pas. On ne voit pas son portefeuille de ministre auprès du Parlement. Même si on ne sait pas à quel titre. À quel titre, mais moi, je ne confirme pas. Je dis simplement, ça, on ne peut pas dire aujourd'hui, si Kamerhe est tombé, qu'il est tombé par la simple volonté des députés. Non, parce qu'on sait. Mokelekele a évoqué la discipline au niveau de la majorité où le mot d'ordre du chef est toujours prépondérant. On sait que s'il y avait un mot d'ordre dans ce sens-là, les choses allaient quand même se calmer. Bien. Et donc là, on a l'impression qu'il y a un boulevard et puis c'est une machine qu'on ne peut pas stopper maintenant. Une machine qu'on ne peut pas stopper. Merci bien. De Jésus, votre conclusion, vous avez commencé, vous avez conclu l'émission. Tigé Mokelekele, vous avez la parole aussi pour les 2 dernières minutes.
Bien, l'apologie de Kabila, non, parce que Kabila est à une certaine hauteur où on ne sait même plus faire son apologie. Il a tout fait pour ce pays. Kabila allait dans une réunion, je crois, à Luanda ou en Ouganda, à l'aéroport de Kinshasa, ici, on lui dit que Goma venait de tomber. Kabila n'a pas rechigné, il a poursuivi. Il est allé au dialogue. Il a présenté la situation de la RDC. Et il a fini par gagner par la diplomatie que dans moins de 12 jours, les rebelles se sont retirés, mais dans Goma, ils s'étaient retirés dans 48 heures, je crois, ou 72 heures. Dans les 48 heures qui ont suivi. Dans les 48 heures. Et dans les 12 jours, ils sont partis loin de Goma. Je ne fais pas l'apologie de Kabila. Kabila, c'est un allié au président de la République. C'est le président de la République qui lui a fermé ses portes. Ce que Kabila dit, c'est ce qui devait être dit dans ce que Bélédou conseille, en aparté. Mais comme le président ne lui donne pas accès, c'est pourquoi il le lui dit au travers les réseaux sociaux. Et Kabila réussit toujours le coup quand il parle. Parce que vous verrez que le gouvernement, au lieu d'utiliser des canaux pour récupérer ce que Kabila a dit et faire taire... Est-ce qu'entre eux, il n'y a plus de canaux pour communiquer, c'est ça le mal. Et transmettre des messages? C'est ça le mal. C'est ça le mal. Dans le monde entier, même aux États-Unis contre la Russie, avant que Trump ne vienne, il y avait un canal où on pouvait parler avec Poutine. Et même Poutine avec son petit Zelensky, il y a des canaux. Parce qu'on s'échange des prisonniers et tout et tout. Mais c'est chez nous où Kinshasa a tout verrouillé. Et Kinshasa se trompe qu'en verrouillant tout, Donald Trump va imposer à Nanga, et à ceci, à cela, et tout va se dérouler par baguette magique. Non. Pour Kamere, certes, c'est fini pour lui. Et je ne veux pas encenser. Kamere, oui, à l'époque de Kabila, il n'était pas compris. Mais Kabila ne lui a pas préparé des problèmes comme aujourd'hui. Tout autour de Kabila, on lui a préparé des problèmes et Kamere a préféré quitter le bateau. Et il a quitté le bateau, il a fait l'UNC. Bahati Lukwebo, tu as raison, mais Bahati Lukwebo, c'est un peu perdé. L'AFDC, plusieurs partis, ce sont des partis créés, ce que vous appelez aujourd'hui mosaïque, ce sont des partis créés par Kabila. Bahati a préféré prendre le parti. C'est pourquoi le vieux Mwamba, qui était de l'opposition armée, Kabila, pour contenir cette opposition armée, lui a donné. Le vieux Kengo, qui était de l'opposition politique non armée, pourquoi Kabila a fait tomber son monsieur du PPRD? Voilà, au bénéfice de Kengo. C'est la géopolitique, une simple mathématique que Kabila avait faite. Nous voulons aider... Je te cède 30 secondes. Nous voulons aider le président de la République en ceci. Nous connaissons bien Kabila. Kabila n'a jamais interdit à un seul Congolais, PPRD fût-il ou FCC, de travailler pour le compte de la République aux côtés de Tshisekedi. Non. C'est par contre le clan Tshisekedi qui renvoie les gens de Kabila sous prétexte que ce sont des infiltrés, ce sont des ceci. Voilà, on bloque la République. On doit rendre l'antenne, malheureusement, on n'a plus le temps. La réalisation nous fait signe qu'on a épuisé notre temps. Pour Jésus Bédidou, revenez-nous prochainement. Je voulais quand même les rencontrer sur certaines choses. Vous avez dit beaucoup de choses, mais là, on a vraiment largement dépassé notre temps. On devrait initialement avoir 1h30 du temps d'antenne. Bon, je ne les rencontre pas. Je voudrais quand même aborder la question de l'inspection générale des finances. 38 ans, c'était hier. Ils ont fêté 38 ans d'existence. On a vu les images. Oui. J'ai aimé le discours nouveau chef de service. J'ai aimé les discours de Mouzito. Mouzito a parlé du réveil de l'inspection générale des finances. Mais Jean-Pierre Kayembe, excusez-moi à tolérer que je vous dise, on ne peut pas aujourd'hui parler du réveil de l'inspection générale des finances sans penser à un homme, Jules Alingué Tekei. Ce monsieur que je ne connais pas, je ne fréquente pas régulièrement, mais je le suis de très loin. Ce qu'il fait, Jean-Pierre, je me suis dit, tiens, il a redynamisé ces services qui existaient depuis longtemps. Il a laissé des empreintes indélébiles. Aujourd'hui, la patrouille financière, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le contrôle a priori et a posteriori, c'est ce qui a permis à ce que les recettes publiques de la RDC augmentent quand même.
Et ça, c'est grâce à un monsieur qui a beaucoup plus innové. On a un bâtiment, même pas neuf, je crois de 8 niveaux, payé par l'inspection générale des finances à moins de 10 millions de dollars. Et ça, il a prêché par l'exemple. La révisitation du contrat chinois, par exemple, qui a permis à ce que nous construisons la rocade de Kinshasa aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à mettre à son actif. 7 actif. milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été honoré par la République, il est là, mais je pense que c'est un monsieur qui a encore beaucoup à donner à la République. Et donc, s'il faudrait fêter, dire joyeux anniversaire à l'inspection générale des finances, il faudrait aussi penser à un compatriote qui a été constituant en oiseau rare pour la redynamisation. La redynamisation et la matérialisation de cette vision de Félix Tshisekedi pour relever ce service des contrôles qui aujourd'hui a instauré la paire des gendarmes. Joyeux anniversaire à l'inspection générale des finances. Il a donné le meilleur de lui-même, la nation. À ses risques et périls. Hein. Lui sera jamais reconnaissant. Peut-être un poste ministériel. Hein. Il a tracé la voie, le chemin. Aujourd'hui, son successeur, Christophe Bitassimwa, peut travailler calmement. Parce que avant les bases ont été posées. Quelqu'un d'ingénieux était passé par là. Heureux anniversaire à l'IGF. Portez-vous bien, l'émission est terminée. À très vite. Salut.